Ok, c'est parti, la diffusion est lancée. Vous me recevez bien? Super. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme d'habitude, vous êtes dans le monde entier, en Chine, à l'île de la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Bretagne, à Toulouse, dans le Pays Basque. Et on est ravis de vous proposer un bon moment ce soir dans notre rendez-vous 30 minutes avec. Ce soir, nous accueillons Marine Oussa et Alexandra Volkart qui ont toute notre affection ici au sein d'Octopus Formation et avec qui on a toujours énormément de plaisir à partager. Marine et Alexandra vont se présenter. Je dis un tout petit mot sur leur parcours qui est assez brillant. Elles viennent tous deux de l'université de Louvain où elles ont réalisé un doctorat. Elles sont assez spécialisées sur tout ce qui concerne la métacognition, l'inhibition, la régulation des émotions, notamment chez les petits. Elles co-dirigent l'association Inemo dont elle va vous parler. En ce qui concerne Marine, elle réalise actuellement des activités à la fois de recherche et des activités cliniques. Et Alexandra a basculé dans le monde du jeu vidéo. Elle est en train de construire un jeu vidéo qui accompagne le développement des fonctions cognitives. Voilà, je suis moi-même Léonard Van Etzel, je suis le directeur scientifique d'Octopus Formation et accessoirement psychologue. Nous avons 1 heure qui vont se décomposer comme suit. Je vais vous laisser la parole, Alexandra et Marine, pour une trentaine de minutes. Je vous interromprai le moins violemment possible au bout de 30 minutes. Et on passera à un jeu de questions-réponses avec les participants par le biais du chat. Ce qui me permet de redire un mot sur le chat comme d'habitude. C'est un outil de travail qu'on utilise avec parcimonie et bien sûr toutes les règles que la courtoisie impose dans un cadre de colloque professionnel. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Si vous rencontrez des difficultés techniques, on a toute notre équipe qui est là en backup pour vous aider. Donc, on ne vous laissera pas tomber. Et pour ceux pour qui vraiment la connexion est trop problématique, vous aurez dans tous les cas accès au replay dans les prochains jours. Alexandra Marine, je vais vous laisser la parole. Dans cet ordre-là, si j'ai bien compris. Ouais. Alexandra, tu as la main sur le diaporama. Moi, je vais débrancher ma webcam, mais je ne disparais pas de la surface de la Terre. Je reste là, je vous surveille, je vous écoute et je rebrancherai ma caméra pour mixer les échanges avec les participants au bout des 30 minutes. C'est bon? C'est magnifique. Je vous remercie infiniment les filles d'avoir accepté et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup, Léo. Alors, eh bien voilà, je vais démarrer la première partie de cette formation, évidemment, enfin de cette conférence, évidemment en vous remerciant d'être aussi nombreux à vous montrer l'intérêt pour nos travaux de recherche, mais qui finalement sont surtout des pistes pratico-pratiques pour aider dans le quotidien, soit en tant que parent, soit en tant que professionnel de la petite enfance. Et donc, je vais commencer ce début de webinaire et je passerai la parole ensuite à Marine. Alors, on est là aujourd'hui pour parler inhibition et émotion, de choses qui sont évidemment extrêmement importantes et puis aussi surtout extrêmement liées. On le comprendra très rapidement. Alors, hop là, je regarde, voilà. Un petit temps de latence de mon côté. Du coup, j'ai été trop vite. On va commencer évidemment ce webinaire en rappelant que tout ce dont nous allons parler ce soir est en rapport direct avec le jeu. C'est-à-dire que Marine et moi, que ce soit dans nos travaux de recherche, c'est un peu plus de 10 dernières années, ou dans nos pratiques cliniques, on a vraiment insisté sur l'importance du développement cognitif et émotionnel, mais principalement à travers le jeu. C'est-à-dire que nous travaillons avec de jeunes enfants et que donc ces jeunes enfants d'âge préscolaire à la base, qui était la population avec laquelle on travaillait, sont des enfants vraiment pour lesquels on devait avoir une accroche et garder la motivation. Et quoi de plus efficace que de passer par le jeu. Alors, on vous a mis à titre d'exemple ici également 2 bouquins qui sont vraiment très intéressants. L'un écrit par Delphine de Heptine, qui est une Belge, qui a mis en place cet ouvrage qui est assez intéressant pour rappeler l'importance du jeu. Et puis plus récemment, Rémi Samy et Sylvie Jacques, qui parlent du développement cognitif par le jeu, et justement la manière dont on peut finalement aller développer ces fonctions exécutives par le jeu. Alors, avant tout,
comment utiliser finalement, quel est le rapport entre le jeu et la cognition? Il est évident, hein, ça c'est trivial de rappeler que le jeu finalement va permettre chez le jeune enfant d'aller travailler non seulement l'imagination, la créativité, mais évidemment d'accrocher l'enfant en permettant son éveil, sa réflexion. On va le rendre curieux et donc finalement on va aussi aller restaurer cette envie d'apprendre qui parfois chez certains enfants doit être un petit peu boostée, que ce soit chez des enfants tout venant ou des enfants qui peuvent présenter différentes difficultés. Ça permet aussi, et on va le comprendre très rapidement, de comprendre finalement les relations de cause à effet dans certaines situations et d'aller résoudre des problèmes. Alors, on n'est pas seulement ici en train de parler de résoudre un problème mathématique, hein, mais résoudre les problèmes aussi de la vie de tous les jours. Et ça, c'est Marine qui vous en parlera davantage tout à l'heure. Et évidemment, grâce au jeu, on peut aller travailler, stimuler, booster les compétences exécutives qui sont tellement importantes pour le futur adulte que les enfants deviendront. Évidemment, en utilisant la métacognition, et ça, je vais en reparler directement. Alors, hop là. Avant tout, pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel, très brièvement, que sont ces fonctions exécutives? Eh bien, ce sont ces fonctions cognitives qui se situent ici à l'avant du cerveau au niveau du cortex préfrontal et qui finalement sont les fonctions cognitives qui vont nous permettre d'aller répondre de manière adaptée dans des situations qui sont nouvelles et pour lesquelles en fait on ne peut pas fonctionner en mode pilote automatique. Donc, typiquement, vous prenez le même chemin tous les jours pour aller au boulot depuis 20 ans, puis tout d'un coup, un matin, vous devez changer de chemin. Vous allez devoir faire appel à vos capacités de contrôle pour pouvoir inhiber l'ancien chemin et prendre le nouveau. Et évidemment, ce qu'on sait, c'est que ces fonctions exécutives, elles sont particulièrement importantes. Évidemment, dans la régulation du comportement, pour pouvoir se contrôler, que ce soit être capable de suivre une instruction ou simplement être capable déjà de ne pas répondre de manière impulsive. Et ça, on peut le voir tant à l'école qu'à la maison, dans les jeux de société, etc. Et très rapidement, on verra aussi à quel point, finalement, ces fonctions exécutives qui nous permettent d'avoir un comportement adapté vont nous permettre aussi d'avoir de bonnes interactions sociales et d'aller interagir socialement de manière adaptée de nouveau avec les pairs, avec les enseignants, avec la famille, etc., etc. Alors, ces fonctions exécutives, elles sont évidemment très importantes, comme on vient de le dire, et il est d'autant plus important d'aller les booster chez les enfants, et même chez les enfants qui vont bien, il ne faut pas attendre qu'il y ait des difficultés qui apparaissent. Il est vraiment important de pouvoir les booster dès le plus jeune âge, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que ces fonctions exécutives, il y a vraiment un boost développemental au moment de la période préscolaire, donc 3-6 ans. Elle se poursuit évidemment par la suite. C'est une maturation relativement tardive et qui va être provoquée par vagues. Et finalement, avec un côté un peu frustrant également, parce qu'on a ce qu'on appelle ici un développement en U inversé. C'est-à-dire que les fonctions exécutives sont les fonctions cognitives qui arrivent le plus tardivement à maturation, mais ce sont aussi les fonctions qui vont se dégrader le plus rapidement, le plus précocement, que ce soit dans le vieillissement pathologique ou dans le vieillissement, dans le vieillissement normal. Alors, différentes composantes. Vous verrez que ce soir, on va principalement vous parler de l'inhibition, mais on parle généralement de l'attention, de la mémoire de travail, donc cette capacité à aller manipuler de l'information sur un court laps de temps en mémoire à court terme, la flexibilité qui va nous permettre de passer d'une tâche à l'autre, qui va permettre de passer d'une règle à l'autre, etc. Et les fameuses compétences d'inhibition qui vont vraiment permettre d'aller travailler sur le contrôle comportemental, qu'il soit purement verbal ou moteur. On va en reparler directement. Alors, évidemment, ce sont des fonctions exécutives qui sont, des fonctions cognitives qui sont extrêmement importantes. Et d'ailleurs, une étude vraiment colossale a été publiée en 2011 par Moffitt et collaborateurs qui montrait que quand on prend, ils ont pris 1000 enfants qu'ils ont testés au niveau du contrôle cognitif à l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 32 ans. Et en fait, ils se sont rendus compte que les enfants qui, à l'âge de 3 ans, arrivaient à bien se contrôler, à contrôler correctement leur comportement, eh bien, étaient des futurs adultes qui, à l'âge adulte,
avaient plus de chances d'avoir un diplôme, avaient moins de probabilité de commettre des actes de criminalité, avaient moins de probabilité d'avoir des addictions, avaient une plus grande probabilité également d'avoir un meilleur job, un meilleur salaire, de meilleures capacités à gérer un salaire également, à gérer un budget. Et donc, on voit vraiment que dès le plus jeune âge, il peut y avoir vraiment cette importance de développer correctement ces fonctions exécutives. Alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'inhibition spécifiquement, donc cette capacité à aller réfréner une réponse automatique, typiquement ces enfants qui lèvent le doigt en classe et qui n'attendent pas qu'on leur donne l'autorisation de parler, les enfants qui ont du mal quand on joue à 1, 2, 3 soleil. Alors, je ne sais jamais en France si c'est 1, 2, 3 soleil ou 1, 2, 3 piano. L'un des deux, peu importe. Qui vont avoir du mal à s'arrêter. En fait, quand ils sont partis dans une réponse, ils vont avoir du mal à se stopper. Les enfants qui vont avoir du mal à ne pas toucher à tout dans un magasin, ou encore à avoir des difficultés à faire abstraction de ce qu'on appelle les distracteurs externes. Typiquement, quand on est en train de parler avec quelqu'un et qu'on entend la conversation derrière nous qui a l'air vachement intéressante, eh bien pour certains, c'est pas toujours facile d'inhiber ça et de rester focalisé sur ce que la personne en face de nous est en train de nous raconter. Et donc c'est pour ça que dans nos travaux, on a vraiment été ciblé le développement des fonctions exécutives au niveau même de l'inhibition. Et une des façons de faire, ça a été d'utiliser la métacognition. Alors la métacognition, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je suis en train de faire une action. Et pour cela, on a utilisé 3 petits personnages. Ces 3 petits personnages, c'est d'abord Monsieur Stop. Alors Monsieur Stop, il dit stop, je réfléchis et puis j'agis. Donc ces petits personnages, ils sont issus, en tout cas inspirés de la méthode Reflecto de Pierre-Paul Gagné. Et donc, ce petit Monsieur Stop, il nous permet de nous dire, OK, stop, avant l'action, à quoi je dois réfléchir? Est-ce que je dois souligner ou est-ce que je dois entourer? Là, on me demande d'entourer tous les fruits. Il ne faut pas que je les souligne. Vraiment réfléchir à, OK, qu'est-ce que je dois faire avant de faire mon action? Et puis après l'action, il y a le petit détective. Le détective, lui, il dit « je surveille ». Il est là pour finalement vérifier si, quand je rends ma feuille à l'instituteur, est-ce que j'ai bien fait le recto et le verso? Est-ce que j'ai bien fait tout ce qu'on m'a demandé? Est-ce que j'ai noté mon nom sur la feuille? Et puis, un troisième petit personnage qui est Madame Zen. Et Madame Zen, elle dit « je suis calme ». Elle permet vraiment de se poser et finalement d'aller travailler plus le versant moteur en fait, de l'inhibition. Vraiment dans le sens où on explique à un enfant que non, on ne doit pas être calme et posé tout le temps. Non, on ne doit pas être immobile tout le temps. En tant qu'adulte, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'être immobiles tout le temps. Mais il y a des moments où si on n'essaye pas de contrôler notre corps, vraiment dans le sens moteur premier du terme, eh bien, on risque de ne pas pouvoir faire certaines tâches. Typiquement, on explique à un enfant que s'il doit faire un cercle avec son compas et qu'il est en train de bouger, son cercle ne sera probablement pas très rond. Et donc, ces 3 petits personnages, on va les utiliser, on va apprendre à l'enfant à les utiliser dans la vie de tous les jours et également dans les jeux que l'on va utiliser. Alors, typiquement, il y a des parents qui nous disent « mais c'est génial, ces petits personnages, maintenant, on les utilise à la maison ». Et par exemple, sur le cartable de mon enfant, j'ai mis un petit picto détective, comme ça, le soir, avant de rentrer de l'école, quand il ferme son cartable en classe, eh bien, il n'oublie pas de prendre son plumier, par exemple, ou son journal de classe qu'il a systématiquement oublié ces dernières semaines. Il y a vraiment moyen de mettre ça en place en placardant ces petits personnages un peu partout. Alors, quelques idées de jeux pour travailler l'inhibition, des choses extrêmement ludiques et faciles pour les jeunes enfants, mais qui peuvent évidemment être utilisées pour les personnes, pour les ados, pour les adultes, même pour la personne âgée, mais simplement on changera probablement les images. Ce sont des exercices évidemment de type Day Night, comme on a ici, où on dit quand tu vois Minnie, tu dis Mickey. Quand tu vois Mickey, tu dis Minnie. Mais quand la carte est encadrée, tu dis la vérité. Et on fait ça avec des choses extrêmement automatiques pour lesquelles l'enfant n'a pas vraiment besoin de réfléchir. Quand on voit Minnie, on a tout de suite envie de dire Minnie. Et donc, le fait d'aller l'inhiber, évidemment, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Alors, avec des jeux comme la chaise musicale, comme le freeze dance, où on demande aux enfants de s'arrêter quand la musique s'arrête,
ou encore des jeux comme le chiffre maudit, où on demande à l'enfant de piocher en fait une carte, par exemple la carte 6, et on lui dit maintenant tu vas compter le plus vite possible jusqu'à 10, mais attention, le 6, tu le dis pas. Et donc l'enfant doit compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 7, 8, 9, 10, en omettant le chiffre 6. Donc autant de petits jeux où en fait on va aller briser les automatismes pour vraiment apprendre l'enfant à se contrôler en lui disant n'oublie pas de penser à ton petit monsieur stop. Ton monsieur stop, il doit pouvoir te dire stop au moment où le critère d'arrêt apparaît. Alors évidemment, pour travailler le contrôle du comportement et la gestion vraiment plus motrice de l'inhibition, on a toute une série de jeux et on pourrait essayer de vous faire parvenir après le live un dossier entre guillemets avec toute une série de jeux qui sont recensés qu'on pourrait mettre à votre disposition. Et donc ici, de nouveau, toute une série de jeux pour travailler l'inhibition avec certains jeux que vous avez probablement déjà chez vous. Vous avez peut-être encore votre Dr Maboul des années 80. Le Jenga, c'est quelque chose qu'on a très souvent à la maison. Et donc tous ces jeux qui permettent d'aller travailler l'inhibition motrice, le contrôle vraiment moteur, le contrôle du comportement, en utilisant cette fois-ci, en rappelant de bien penser à sa petite Madame Zen pour aller contrôler les parties du corps qui doivent rester, en tout cas, si pas immobiles, qui doivent pouvoir être contrôlées. Puis d'autres jeux également qui vont aller travailler justement ces distracteurs. Uno, c'est le meilleur jeu pour aller travailler les distracteurs, hein, puisque on doit vraiment aller inhiber les autres critères et ne répondre qu'aux critères qui sera valide. Des jeux comme Candy également, où on lance 3D et on doit aller trouver le bonbon qui correspondra à la combinaison des 3D. Et à chaque fois, pouvoir finalement augmenter la complexité des critères et des règles que l'on crée. Chez Placote, évidemment, Marine vous en parlera tout à l'heure aussi. C'est sûr qu'en 30 minutes, c'est très, 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 très frustrant de ne pas pouvoir vous parler plus de certains jeux. Mais c'est vrai que les éditions Placote au Québec sont assez extraordinaires pour travailler les fonctions exécutives et les compétences sociales et émotionnelles avec toute une série de jeux qui sont extrêmement bien faits pour travailler cela en ce sens. Et évidemment, toute une série de livres également, toute une liste également que vous pourrez retrouver dans le fichier qu'on pourra mettre à votre disposition. Toute une série de livres grâce auxquels on peut aller aborder en fait les fonctions exécutives. Alors, le plus souvent, la gestion de l'agitation psychomotrice, évidemment, avec des livres comme Louis Titi, où finalement on apprend que cette petite fille va réussir à faire quelque chose de positif aussi de son agitation. Et parfois, être agité, ça peut aider. Et donc, vraiment des différents livres qui peuvent vraiment aller aider finalement à la sensibilisation de mais pourquoi finalement c'est utile dans ta vie de tous les jours? À quel moment tu as besoin de pouvoir te contrôler et puis à quel autre moment tu as le droit de un peu te lâcher, etc., etc. Donc, toute une série vraiment de jeux que l'on utilise en séance pour aller travailler tout cela. Alors, je vais passer la parole à Marine pour que vous parlez justement plus du lien justement entre inhibition et le fait que quand on travaille l'inhibition, eh bien, on va finalement aller améliorer également les fonctions, les compétences sociales et émotionnelles. Et donc, c'est doublement important et intéressant d'aller les stimuler. Marine, je te passe la parole. Oui, merci bien. Bonsoir à tous. Du coup, voilà, Alexandra a déjà fait la petite transition entre les fonctions exécutives qui peuvent se mettre au service du développement des compétences sociales et émotionnelles. Et donc, dans nos travaux, mais également dans notre pratique, on se réfère à deux modèles qui sont respectivement donc la théorie de l'esprit et le traitement de l'information sociale, que je vais aborder évidemment assez rapidement, mais je tiens quand même à vous expliquer un petit peu ce qu'on entend par théorie de l'esprit et traitement de l'information sociale. Donc, les compétences sociales et émotionnelles vont correspondre à des processus cognitifs qui vont justement... ah oui, c'est la diade après, pardon. La petite introduction donc, sur l'importance du jeu en lien avec les compétences sociales et émotionnelles. Évidemment, donc, le jeu va permettre différentes choses, va permettre de pouvoir développer la connaissance de soi, l'estime de soi chez l'enfant, chez l'ado, voire même chez l'adulte, de permettre également... d'être qui on a envie d'être, en fait, d'être au naturel, et ce qui permet d'engendrer un sentiment de soulagement,
Ça va permettre aussi aux enfants et aux plus grands de tester ses propres limites, mais également de pouvoir les repousser. Hein, c'est toujours plus facile dans le cadre du jeu. Ça va également permettre de mieux gérer ses émotions et de mieux les comprendre. Donc, je reviendrai là-dessus tout de suite. Ça va aider également le développement de l'empathie et de la théorie de l'esprit, donc qui fait vraiment partie des compétences sociales et émotionnelles et que je vous expliquerai juste après. Ça va permettre ensuite aussi d'améliorer en fait les capacités de résilience. Voilà, on va pouvoir rejouer finalement les problèmes qu'on a pu rencontrer à travers un support, donc ça peut vraiment aider à ces capacités de résilience. Ça va également permettre de découvrir les conséquences de ces actes. Et enfin, ça va améliorer aussi, ça peut améliorer aussi en tout cas la qualité de vie, aussi bien des enfants que des parents. Donc c'est vraiment dans la dynamique familiale que le jeu va aussi avoir une influence non négligeable. Donc quand on vous parle de compétences sociales et émotionnelles, comme je vous l'ai dit, on se réfère à ce qu'on appelle la théorie d'esprit et au traitement de l'information sociale. Donc ce que vous voyez ici du côté gauche de notre slide, c'est plutôt ce qui se réfère à la théorie d'esprit. Donc la théorie d'esprit va permettre aux enfants, mais également aux adultes, hein, vous l'utilisez aussi en tant qu'adulte, va vous permettre d'identifier et de comprendre vos propres émotions, mais également celles de l'autre dans la relation. Qu'est-ce que l'autre a pu ressentir comme émotion? Et cette théorie d'esprit, elle va également permettre de comprendre ce que l'autre a pu croire, a pu penser, a pu désirer, a pu vouloir, qui n'est pas toujours en accord avec ce que nous, on a pu vouloir, croire, désirer, etc. Donc c'est vraiment cette capacité finalement à prendre la perspective de l'autre, à se mettre dans la peau de l'autre, que va vous permettre de faire ces compétences en théorie de l'esprit. Et à côté de ça, donc je viens de vous parler du traitement de l'information sociale. Le traitement de l'information sociale va permettre de résoudre des situations sociales critiques. Typiquement, pour un enfant qui se fait bousculer dans la cour de récréation, comment va-t-il réagir? Est-ce qu'il va bousculer en retour? Un peu cette idée de vengeance. Est-ce qu'il va plutôt privilégier une situation, enfin une suite, si vous voulez, une stratégie appropriée, c'est-à-dire de se relever et de ne pas en tenir rigueur à son camarade? Est-ce qu'il va se mettre à pleurer? Est-ce qu'il va aller chercher l'adulte pour lui expliquer ce qui s'est passé, etc. Et donc finalement, dans son répertoire de stratégies qui se trouve dans sa tête, puisque c'est un processus cognitif avant d'être comportemental, dans ce répertoire de stratégies, l'enfant va devoir aller choisir une stratégie en particulier. Et vous, en tant qu'adulte, c'est pareil. Vous êtes dans une situation un petit peu critique, vous allez devoir réfléchir à une stratégie de résolution de problème. Et c'est vraiment ce traitement d'information sociale qui va vous aider à faire ça. Donc concrètement, dans les prises en charge qu'on a pu mettre en place, Alexandra et moi, aussi bien par petits groupes d'enfants que par groupe classe ou encore en prise en charge plus individuelle, on a différents objectifs qui sont listés ici. Donc c'est notamment comprendre ses émotions et celles de l'autre, puisqu'elles ne sont pas toujours en accord. Apprendre à parler, apprendre à s'exprimer à propos des émotions. Réussir à prendre la perspective de l'autre, donc se mettre dans la peau de l'autre pour imaginer ce qu'il a pu désirer, ressentir, penser, vouloir. On va essayer aussi de créer des nouvelles façons de réagir en situation sociale. Donc typiquement ici, on va aller alimenter le répertoire de stratégie de l'enfant pour qu'en situation sociale critique future, il puisse s'y référer et les mobiliser. Et puis on va aussi parfois simplement devoir expliquer aux enfants qu'il y a plusieurs façons de réagir qui peuvent être appropriées dans une même situation sociale, puisqu'on n'a pas tous les mêmes répertoires de stratégie. Alors au niveau du matériel, donc je rejoins évidemment ce qu'Alexandra a expliqué tout de suite, c'est qu'on va passer évidemment beaucoup de temps à travailler tous ces concepts-là à travers le jeu. Ici, on vous a mis quelques exemples de jeux, et bien entendu, il en existe beaucoup d'autres, d'où l'intérêt aussi de vous fournir cette fameuse liste, cette petite mine d'or qu'on a répertoriée, Alexandra et moi, et qu'on continue d'alimenter régulièrement, où on reprend tous les jeux et tous les livres qui nous paraissent appropriés pour aller stimuler aussi bien les fonctions exécutives que les compétences sociales et émotionnelles. Donc ici, vous avez quelques exemples, mais évidemment, on en a beaucoup plus. Une autre façon de stimuler ces compétences sociales et émotionnelles, c'est aussi de passer par des extraits de dessins animés. Bon, j'insiste sur le fait qu'on parle d'extrait. Hein. L'idée n'est pas de mettre son enfant
devant la Reine des Neiges pendant 2 heures et de se dire que ça stimule les compétences sociales et émotionnelles, mais par contre en ciblant des extraits assez précis qui abordent non seulement l'émotion du personnage, mais aussi la cause de cette émotion et la conséquence. Ça permet vraiment d'aller poser des questions qui sont assez simples aux enfants et qui vont nous aider à aborder justement ces différentes étapes dans la gestion des émotions et dans la reconnaissance et la compréhension des émotions. Alors, on peut également s'inspirer du dessin animé Vice Versa, que vous connaissez sans doute, mais je trouvais intéressant de vous rappeler que ce dessin animé est vraiment une bonne source d'information. Donc, on peut aller facilement trouver des extraits de ce dessin animé qui expliquent en fait aux enfants ce qu'il se passe dans leur cerveau quand ils sont en train de gérer leurs émotions. Ça fait également un lien avec les fonctions exécutives parce que on va parler d'inhibition, on va aborder tout ce qui est aussi flexibilité, etc. Donc, il y a vraiment pas mal de petits moments clés dans ce dessin animé qui sont vraiment très, très utiles pour aller expliquer aux enfants ce qu'il se passe dans leur tête quand les émotions sont aux commandes. Donc, c'est vraiment très, très chouette à exploiter aussi avec les enfants à partir de 6-7 ans. Et finalement, j'ai également mis quelques idées de livres que vous pouvez utiliser pour stimuler les compétences sociales et émotionnelles de vos patients, mais aussi que vous pouvez conseiller aux parents avec lesquels vous travaillez ou que vous pouvez directement évidemment exploiter vous-même à la maison si vous êtes là en tant que parent. C'est souvent en fait un support privilégié pour la maison, mais également aussi dans les classes maternelles et même pour les plus grands, parce que ça permet d'aller aborder certaines choses qui sont parfois un petit peu compliquées ou qui ont posé problème pour l'enfant durant la journée, mais avec un support. Et donc, le fait de passer par l'utilisation d'un support rassure souvent les parents. Et souvent, les parents sont assez, voilà, je dis pas tous, mais la majorité des parents sont assez preneurs de lire une histoire avec leur enfant, tout en leur donnant quelques pistes pour aller aborder ces différentes thématiques qui sont les émotions, la prise de perspective de l'autre, les intentions, les désirs, etc. En donnant des conseils qui sont un petit peu réfléchis sur le livre qu'on leur conseille, on peut vraiment aller soutenir le développement de ses compétences sociales et émotionnelles et aider l'enfant aussi à mieux comprendre les émotions. Et alors, vous avez aussi quelques références de livres qui abordent plutôt le traitement de l'information sociale. Donc, par exemple, ceux que vous voyez ici en bas, Silence la violence, Vive le civisme, La brouille, La dispute ou Fenouil, on n'est plus copains. Ce sont des livres qui, bien entendu, vont aller aborder un petit peu l'aspect des émotions, mais vont surtout se centrer sur le traitement de l'information sociale, la résolution de problèmes sociaux. Donc, on va aller, à travers ces supports-là, essayer d'enrichir le répertoire de stratégies des enfants pour les aider à mieux gérer les potentielles futures situations sociales qui seraient un petit peu critiques pour les enfants. Et donc, Silence la violence et Vive le civisme, ce sont 2 livres avec Alexandra qu'on a découvert il y a quelques années et qu'on aime beaucoup, et qui permettent en fait d'aborder justement la résolution de problèmes avec les enfants à partir de 5-6 ans jusqu'à facilement 12, 13, 14 ans. Ce sont des très chouettes livres pour aborder ces sujets-là. Voilà, donc je suis arrivée au bout. Je pense qu'on pourra avoir les félicitations de la part de toute l'équipe Octopus parce qu'on a tenu le délai imparti. Désolée si on a parlé un petit peu vite. On n'avait vraiment pas envie que le gong sonne avant qu'on ait terminé. Donc, je vais peut-être passer la parole à Léo. Et vous remercie évidemment pour votre attention et pour votre écoute à cette heure tardive. On vous remercie évidemment beaucoup. Peut-être juste en profiter, Léo, avant que je te repasse la parole, peut-être juste en profiter pour... bon, c'est sûr que 30 minutes, c'est toujours extrêmement rapide. Et en même temps, c'est une merveilleuse façon de vous donner l'eau à la bouche pour vous donner envie de venir vous former. Hein. Donc, on espère qu'on vous reverra après nombreux pour vous former. Pour ceux qui, justement... voudrais en savoir un petit peu plus sur notre association INEMO, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre page inemo-justement.be pour voir un petit peu en quoi consiste cette association qui a vraiment à cœur de former un maximum de professionnels, mais de parents aussi. Et sur notre page Facebook INEMO ASBL
on ne le redit jamais assez, mais c'est voilà, en likant et partageant cette page qu'on peut essayer d'aider un maximum de personnes. Et puis, je ne sais pas si Léo, tu vas en retoucher un petit mot, mais donc cette fameuse liste de jeux et de livres qui suscitent beaucoup d'émotions dans le chat. Vous pouvez la retrouver en fait parce qu'elle évolue tout le temps. Donc voilà, on la met sur un Dropbox. Je ne sais pas si Léo, tu veux que je mette le lien directement peut-être ici dans le chat, c'est peut-être plus facile. Si tu le souhaites. En général, c'est comme ça qu'on fonctionne. Comme ça, je vous mets le lien Pass Drop It ici. Et donc, je vous invite à aller la télécharger. Je vous invite à ne pas le faire trop tardivement parce que parfois, elle disparaît, entre guillemets, parce qu'on la remet à jour, en fait. Donc, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Et souvent, elle évolue aussi grâce à vous en formation et en conférence qui nous donnait des idées de jeux et de livres. Voilà, Léo, c'est à toi. Merci beaucoup, les filles. Alors, vous pouvez tout à fait... alors, généralement, on utilise des petites émoticônes qui applaudissent dans le chat pour vous remercier et vous dire bravo. Comme d'habitude, c'était pas intéressant, il n'y avait pas d'outils pratiques, ça n'avait pas d'intérêt. C'est bien, vous êtes fidèles à votre réputation. Non, c'était super pour ceux qui ont des difficultés avec le second degré. Non, c'était top, très intéressant. On va pouvoir passer aux questions et réponses. Donc, vous avez plein de compliments et de remerciements par le biais du chat. Merci à toutes et à tous de vous prêter au jeu. On va pouvoir passer aux questions qui vous sont posées. Alors, il y a déjà des questions qui ont été posées pendant votre conférence. Donc là, vous voyez les émoticônes sur le côté. Super. Tout le monde a trouvé ça ennuyeux, quoi. Alors, il y avait une première question qui était une question de Cécile M. Les capacités travaillées lors des jeux se généralisent dans la vie de tous les jours. Alors, se généralisent-ils dans la vie de tous les jours pour les enfants? J'aurais envie de rajouter, et comment peut-on faire pour que ça généralise? Y a-t-il un impact, un retentissement sur le quotidien? Question qui vous est très souvent posée. Oui. Alors, Marine, tu me complètes, hein. Oui, bien sûr. Alors, j'ai envie de répondre de deux manières. Il y a d'abord la manière très scientifique où c'est la chercheuse qui vous dira que dans les protocoles de tests que nous avons utilisés, dans nos recherches, on a testé en fait nos séances. Hein, donc, on avait un protocole de X séances. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous invite vraiment à aller sur notre site inemo.be parce que nos articles scientifiques ils sont recensés et pour la plupart également disponibles. Donc, vous pouvez aller les lire si vous voulez vraiment voir le protocole. Et on a pu montrer que travailler ses compétences sociales et émotionnelles et les fonctions exécutives, principalement l'inhibition, avait un impact sur toute une série de choses au niveau cognitif, mais aussi dans l'étude Inemo Kids School qu'on a publiée il n'y a pas longtemps sur certaines choses au niveau vraiment comportemental. Ça, c'est la recherche, parce que dans la recherche, on doit être très carré, tout est très protocolaire, etc. Et ce qui est tout à fait normal pour être sûr de montrer que ce qu'on fait est en train de marcher. Puis après, il y a la clinique. Et dans la clinique, évidemment, le transfert, on le sait bien, quand on est en one-to-one, avec un seul enfant, c'est très différent que quand on a une grosse cohorte de plusieurs centaines de patients dans lesquels il y a statistiquement des choses qui ressortent. Dans la clinique, ce transfert, il a un peu quelque chose il y a certains éléments de magie qu'on ne peut pas toujours expliquer. Et c'est ce qui fait que certaines choses vont fonctionner avec certains enfants et puis pas avec d'autres. Donc, on a envie de vous dire, oui, ça marche, parce qu'en fait, on le voit chez toute une série d'enfants. La métacognition aide énormément. De nombreux auteurs ont travaillé là-dessus et ont pu le mettre en évidence également. Et nous-mêmes, avec les patients et avec même les enfants tout venants qu'on a eu l'occasion de voir, on voit qu'au quotidien, même si parfois dans des tests psychométriques, il y a des choses qui bougent peut-être pas spécialement, les parents nous disent « c'est incroyable ». Il y a une vraie différence déjà dans la relation entre le parent et l'enfant puisqu'on passe par le jeu, et puis dans la manière dont les émotions sont régulées, dans la manière dont le contrôle est géré, etc. Donc oui, on voit vraiment l'effet à ce niveau-là. Et si je peux compléter un petit peu tout ce que tu viens de dire, Alexandra, c'est que ce qui est important en fait, ok, on utilise des livres, on utilise des jeux,
mais à chaque fois qu'on fait une activité avec un ou plusieurs enfants, on va prendre un temps avant de clôturer l'activité pour généraliser ce qu'on a fait. Donc, si on travaille, je sais pas, moi je reprends l'exemple d'Alexandra Latour, Jenga, où on demande aux enfants d'aller empiler des choses en contrôlant leur comportement. On va essayer de dégager des choses en lien avec leur quotidien pour leur montrer à quel point ça peut être important de mobiliser son monsieur stop dans des situations du quotidien. Et donc, on va les amener à réfléchir à des moments où c'est difficile pour eux d'utiliser leur monsieur stop et comment on pourrait faire pour améliorer ces situations. Pareil pour les émotions. On va partir de simples situations où on va leur demander d'expliquer pourquoi le personnage est triste, pourquoi le personnage est fâché. Et on peut également faire des liens avec leur quotidien à eux en disant « Tiens, tu as vu ce personnage-là quand il est triste ? Il va faire un câlin à sa maman ou à son papa pour que ça passe. Toi, de quoi tu as besoin dans ces situations-là ? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à mieux passer outre cette émotion ?» Donc, on fait vraiment à chaque fois le transfert avec le quotidien de l'enfant, parce que parfois, on utilise des activités qui sont vraiment très, très précises. Et si on ne dégage pas, si on ne généralise pas en dehors de cet exercice-là, c'est vrai qu'on peut être vite limité, surtout avec des populations à développement atypique. Mais même avec des enfants, voilà, même avec des enfants tout venant qui vont bien, ça vaut la peine de prendre le temps d'aller généraliser. Super. Alors, il y a beaucoup de questions. Oui, c'est terrible. Je vois dans le chat, j'ai envie de répondre à tout, mais... On va les prendre dans l'ordre. Est-ce que ces compétences seront en lien avec la petite enfance moins de 3 ans? Car il me semble que ces propositions se situent plutôt après l'âge de 3 ans. Oui, en fait, c'est vrai qu'on l'a pas dit parce qu'on n'a pas le temps de tout aborder non plus, c'est ça qui est un peu frustrant, mais la tranche d'âge développementale dans laquelle il y a vraiment un développement très très fort, aussi bien de l'inhibition que des compétences sociales et émotionnelles, c'est entre 3 et 6 ans. Donc c'est vrai que nous, on s'est centré dans nos travaux sur les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 8, 9, 10, 11 ans. Mais le boost développemental, il est vraiment entre 3 et 6 ans. Maintenant, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser chez les plus jeunes. Et on l'a déjà fait avec Alexandra, on a déjà été formés des péricultrices dans des milieux d'accueil pour des enfants de 0 à 2-3 ans. Donc, on le fait, mais évidemment, on adapte un petit peu le matériel, on simplifie les règles. Par exemple, le jeu Candy, qu'Alexandra a montré aussi tout à l'heure. Au lieu de demander de trouver le bonbon avec 3 couleurs différentes, on va aller demander de trouver un bonbon avec une des couleurs qu'on peut retrouver sur un dé ou avec 2 des couleurs qu'on peut retrouver sur les dés avant que ce soit trop complexe et qu'on passe à 3 couleurs. Ok, très bien. Très bien. Alexandra, tu veux compléter ou on avance? Non, c'est très bien, on peut avancer. Super. Alors, il y avait la question du mot de passe pour accéder au jeu. C'est REF, REF. Oui, donc c'est sur passedropit/ref, enfin passedropit.com/ref, et le mot de passe, c'est tout simplement ref. Ok, donc pour tous ceux qui posaient la question du mot de passe pour les jeux, donc le mot de passe c'est REF, REF. Je vois qu'il y en a plusieurs qui disent que leur antivirus dit qu'il y a une page dangereuse, etc. Peut-être essayer de passer par un autre navigateur. Si vous passez par Chrome, en général, il n'y a aucun problème. Moi, je pense plutôt que vous êtes des espions belges qui essayaient de pirater les ordinateurs des Français. C'était bien que les Belges, il faut faire attention, on est dangereux. On le sait bien. On commence à vous pratiquer. Et chez les personnes TSA, point d'interrogation, question de Camille. Alors, nos travaux ont été... on a des collègues qui travaillent, qui utilisent notre matériel avec des populations TSA, également avec des populations DI légers à modérés. Il n'y a pas encore de résultats qui sont sortis, si je ne dis pas de bêtises, hein, Marine. Et puis, en clinique, on a des collègues également qui travaillent avec ce matériel et qui, moyennant certaines adaptations, l'utilisent de manière tout à fait efficace. Oui, tout à fait. Et en fait, j'imagine que la personne qui a posé la question travaille justement avec cette population-là. Et du coup, c'est sans doute que, par exemple, la théorie de l'esprit est souvent problématique chez les enfants qui présentent un TSA. Et du coup, en fait, effectivement, comme Alexandra l'a dit, tout le matériel qu'on utilise est très souvent utilisé par nos collègues qui travaillent auprès de cette population et ça montre vraiment de chouettes effets. Au niveau clinique, pas au niveau recherche, parce qu'effectivement, là-dessus, il n'y a pas encore de données scientifiques publiées, mais en tout cas, au niveau clinique, ça a vraiment un intérêt d'utiliser tout ça de nouveau en adaptant au profil de l'enfant, mais quand on parle d'enfant TSA, c'est tellement large que
que pour le coup, on ne s'est pas trop aiguillé, mais en tout cas, ça fonctionne tout à fait d'utiliser ce matériel-là avec ces enfants qui ont justement des grosses difficultés dans ces domaines-là. Merci. Élise nous demande si le jeu Vice Versa n'est pas trop simple. Le jeu ou le film? C'est peut-être le film Vice Versa, est-ce qu'il n'est pas trop simple? Pas trop simple. Moi, je l'utilise beaucoup avec des enfants à partir de 6-7 ans. Et pourquoi je l'utilise pas avec des enfants plus jeunes? Parce qu'en fait, je pense, bon après c'est mon avis personnel, mais je pense que les enfants sont pas encore capables de comprendre qu'on est dans la tête de la petite fille et que les émotions sont aux commandes de son comportement. Donc, en tout cas, en Belgique, il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent ce film-là, ce dessin animé-là, pour aborder justement la gestion des émotions et même les fonctions exécutives, mais à partir de 6-7 ans. Donc honnêtement, je pense que... C'est un peu complexe. Oui, c'est ça. Donc entre 6 et 12 ans, je trouve que c'est vraiment top. Ouais. Voilà. Ok. Fontaine C nous dit les jeux sont intéressants en individuel, mais que faire face à un groupe classe? Alors, on l'a testé. Et si vous le désirez, je peux. Alors, je vais le mettre dans le. Une fois que j'aurai fini de répondre à la question, je vais le mettre dans le chat. Je vais vous mettre le lien. Ou ceci dit, en fait, non, c'est même pas nécessaire. De nouveau, vous allez sur inimo.be, il y a un onglet avec le lien. En fait, de 2017 à 2019, nous avons eu la chance de travailler avec le ministère de l'Enseignement chez nous ici en Belgique. Et nous avons testé le matériel Inimo. Donc, on a combiné en fait nos recherches, c'est-à-dire qu'on a combiné le travail et de Marine sur les émotions et mon travail de recherche sur l'inhibition. On a fait le programme Inemo de 20 séances qu'on travaillait sur toute une année scolaire dans des classes. Et donc, on travaillait dans des classes Alors là, on a testé à ce moment-là de la grande section et du CP. Mais on travaille également cela maintenant dans toutes les années primaires et maternelles. On a pu justement voir qu'en fait, ça avait de l'effet positif aussi. C'est simplement qu'on a été utiliser le matériel de manière différente. Quand on le pouvait, on faisait des petits ateliers. Les enfants travaillaient par groupe. Ou alors, on faisait tous ensemble le même jeu, mais chacun répondait à son tour. Et donc, il y a aussi une question d'être capable de contrôler le moment où on va donner sa réponse, etc. Donc, ça a très, très bien fonctionné. Et on travaillait avec des classes qui pouvaient aller de 15 à 30 élèves. Et c'était assez fabuleux dans la manière dont on a pu le faire. J'en profite pour dire que dans le manuel, parce qu'en fait, on a créé un manuel gratuit et accessible à tous, qui est à la base pour les enseignants, mais qui peut vraiment être pour tous les professionnels de la petite enfance, sur ce programme Inimo Kids School, où en fait, il y a 37 fiches éducatives, 37 fiches pédagogiques, pardon, qui sont en fait 37 jeux que l'on a déclinés pour le faire dans des grandes classes. Et donc, chacune de ces fiches est téléchargeable avec le matériel à imprimer. Et donc, on peut directement l'utiliser pour des classes. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur notre site. Il y aura le lien, c'est sur enseignement.be, c'est le site officiel de l'enseignement en Belgique, où vous trouverez tout le matériel, toutes les fiches pédagogiques, etc. à télécharger. Donc, c'est sur inemo.be. Je vois qu'il y a quelqu'un qui redemande. Donc, c'est sur le site inemo.be, qui est juste ici en dia. Super. Il nous reste une quinzaine de minutes. Tamara nous pose une question. Tamara travaille dans une IEM et j'imagine IME avec des enfants polyhandicapés. Avez-vous des conseils sur des choses à mettre en place avec cette population, s'il vous plaît? Alors, vas-y, je t'en prie, Marie. De nouveau, en fait, il faut savoir que tout ce qu'on a présenté ici, on l'utilise avec des enfants et même des ados, en fait, tout venant. Alors, parce qu'on n'a pas eu le temps de le préciser, mais avec des enfants, des ados tout venant, TSA, retard intellectuel, TDAH, troubles du comportement. Alors, avec cette population d'enfants porteurs de polyhandicap, ça, j'avoue qu'on ne l'a jamais testé, mais je suis persuadée qu'on a déjà eu des gens en formation qui travaillent dans ce domaine-là et qui ont réussi à s'en inspirer pour adapter le matériel. Donc, c'est vrai que de nouveau, ça dépend de quel type de problématique vous retrouvez dans votre IME. Donc, c'est un petit peu difficile de répondre comme ça. Maintenant, tout ce qui est support visuel ou auditif, parce qu'on utilise beaucoup de choses aussi en auditif, vous pourrez les exploiter avec cette population-là. Voilà. Donc, dans la liste qu'on va vous faire, enfin que vous pouvez aller télécharger également dans le manuel Inemo Kids School,
je pense que vous pourrez retrouver des activités qui pourraient être adaptées à votre population, la population avec laquelle vous travaillez en IME. Il faut tester. Et vous pouvez nous faire un retour parce qu'on est toujours preneuse aussi de savoir un petit peu, tiens, est-ce que vous y avez trouvé votre compte ou est-ce qu'il y a des choses qui bloquent et vous pouvez revenir vers nous sans problème pour qu'on puisse vous aider aussi à adapter si c'est nécessaire. Très bien. Alors, Nolwenn nous pose la question, quid du jeu de faire semblant partagé avec les jeunes enfants? Alors, évidemment, le jeu de faire semblant est hyper important. Et d'ailleurs, on le sait chez les enfants, par exemple, qui présentent des difficultés comportementales, déjà très jeunes, tout ce qui est fonction symbolique, etc., c'est souvent quelque chose qui est assez déficitaire. Être capable de passer par le jeu de faire semblant, ça va permettre déjà de travailler l'inhibition, parce qu'en fait, en faisant semblant, on se met dans la peau d'eux, et donc on inhibe sa propre perspective, ce qui va aussi, en nous permettant d'apprendre à prendre la perspective de l'autre, aller travailler les compétences sociales et émotionnelles pour pouvoir être capable de comprendre ce que l'autre ressent. Donc, en fait, c'est que du bénéfice. Donc, clairement, le jeu de faire semblant est extrêmement important. Et en fait, le jeu de faire semblant, ça fait partie de la théorie de l'esprit. Donc, c'est une des compétences aussi. C'est même pas un prérequis, en fait. Ça fait vraiment partie de la théorie de l'esprit. Donc, quand on parle de théorie de l'esprit, on parle de différents états mentaux qui regroupent les émotions, les croyances, les désirs, les intentions, comme j'ai pu l'expliquer au départ. Et également le jeu de faire semblant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se développer avec le temps, mais qui est tout à fait pertinent d'aller stimuler chez les enfants, de nouveau que ce soit des enfants tout venant ou avec des troubles du développement. Merci beaucoup. Assina nous demande s'il existe des serious games permettant de développer les fonctions exé. Oui, il existe plein de serious games et du coup, c'est parce qu'il existe plein de serious games que j'ai la chance de travailler avec une équipe aujourd'hui qui va faire un game, mais qui sera tout sauf serious, mais qui travaillera à fond les fonctions exécutives. Alors, il existe plein d'applications sur tablette ou autres supports qui peuvent aller travailler. Je pense notamment à certains jeux, par exemple, qui avaient été développés par la New York University, où ils ont travaillé sur 2-3 petits jeux gratuits qui travaillent les fonctions exécutives, notamment l'inhibition et la mémoire de travail. Il existe plusieurs produits comme Gnosia.fr, sur lequel il y a aussi des jeux, mais qui sont vraiment très sérieux, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'entraînement pur, en fait. Hein. On est vraiment dans quelque chose, qui n'est pas emballé, entre guillemets. Ça se rapproche, et c'est souvent le problème, en fait, de ces jeux-là, c'est que finalement, ces serious games au niveau digital vont vraiment se rapprocher très, très fort des tâches utilisées en diagnostic, en fait, et en évaluation. Donc, ça a du bon, et en même temps, on rend l'enfant expert de quelque chose qui va juste être testé en papier-crayon un jour en évaluation, mais qui va peut-être pas favoriser le transfert. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu, parce qu'on le sait avec les fonctions exécutives, là où le bas blesse, c'est la capacité de transfert. Et donc, je pense que la limite est là, en fait, dans les serious games qui veulent développer toute la partie cognitive. C'est vraiment cette difficulté à pouvoir transférer dans la vie de tous les jours. Mais je vous reviendrai bientôt avec des super choses à vous proposer. Super, merci Alexandra. On sera un plaisir de te donner la parole. À partir de quel âge est-il pertinent, demande Margot, de travailler les aspects métacognitifs? Les jeunes enfants parviennent-ils à se saisir des différentes stratégies travaillées dans les séances? Oui, alors en fait, on peut déjà travailler avec des tout petits. Par exemple, donc nous, tout notre matériel, on l'a utilisé avec des enfants à partir de l'âge de 3 ans. Et on a utilisé 3 personnages et on n'a pas voulu utiliser plus de personnages comme dans la méthode Reflecto où il y en a 8 ou 9 parce qu'en fait, si on en utilisait trop, en effet, l'enfant allait se perdre et qu'il était vraiment important pour nous finalement de marquer ce qui était le plus important au départ chez l'enfant, chez le jeune enfant. Mais je vous dirais que, alors Marine vous dira probablement la même chose parce qu'on est chercheuse, mais on est aussi surtout maman de respectivement 3 garçons et 3 filles pour Marine. Et puis, ils sont un peu nos Kobe. Donc, on a l'occasion aussi de tester les différentes choses qu'on met en place. Et dès le plus jeune âge, en fait, on se rend compte que travailler avec les petits personnages de métacognition, ça fonctionne vraiment.
Et rien que le monsieur stop. Si on utilise, parce que le détective, je dirais qu'il faut déjà avoir cette notion être capable finalement de revenir en arrière sur sa production. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué, mais rien que le stop et le Madame Zen, rien que ça, dans un quotidien, je dirais que dès le plus jeune âge, en fait, l'enfant est capable de comprendre le stop, pose-toi, avant d'aller trop vite, ou le pose ton corps, tu vas avoir besoin de te contrôler et d'être calme pour pouvoir réussir à faire ce que tu veux faire. Apprendre sa compote avec sa cuillère, sans en mettre partout. Donc j'ai envie de dire que ça, c'est vraiment dès le plus jeune âge qu'on peut travailler avec ces petits personnages de métacognition. Super. Est-ce que je peux juste intervenir? Attention, Marine. C'est parce que je regardais le chat en même temps. C'est juste pour répondre à Sandra, parce que je trouve que c'est important de donner une réponse à cette question. Donc, INEMO, c'est une association qui préconise... Est-ce que INEMO est une association qui préconise l'utilisation du jeu pour inhiber les émotions et aider les enfants en TDAH? Alors non, parce que pas du tout aux enfants à inhiber les émotions. En fait, INEMO, c'est in pour inhibition et émo pour émotion, mais c'est pas pour inhiber les émotions. C'est parce qu'on travaille aussi bien l'inhibition que la gestion des émotions, mais on n'est pas du tout en train de... Enfin, on ne veut pas du tout faire passer le message qu'il faut inhiber les émotions. Au contraire, on est vraiment là pour expliquer que c'est important de pouvoir vivre les émotions, les ressentir et apprendre à mieux les gérer, mais pas du tout à les inhiber. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse, mais je trouvais que c'était important de préciser... C'est en effet très important parce qu'on travaille la fonction exécutive de l'inhibition, qui est la capacité de contrôler son comportement pour être capable d'aller mieux réguler ses émotions. Et donc, en aucun cas, on ne passe le message qu'il faut mettre un couvercle sur les émotions. La colère, elle est saine, elle est nécessaire, on en a besoin. C'est juste que on apprend aux enfants qu'on a le droit d'être en colère, mais qu'il y a des manières d'être en colère et d'exprimer. Et c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, comme tout casser dans sa chambre. Et donc, on va vraiment amener les enfants à les réguler de manière socialement adaptée. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, question de Pauline. Chez les enfants avec TDAH, quel impact aura la sollicitation par le jeu selon vous? Alors, je pense que la question pourrait être posée même sans parler spécifiquement du TDAH. Le jeu, de manière générale, en fait, permet toute une série de choses. Et le jeu, dans la manière dans laquelle on l'aborde, veut en fait un peu dédramatiser les choses. C'est-à-dire que comme on travaille par le jeu, même avec des enfants des enfants tout venant, donc à développement typique, on réapprend aux familles à jouer. C'est-à-dire qu'on travaille avec les professionnels, on forme les professionnels, mais ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit, c'est qu'on travaille beaucoup avec les parents aussi. Et on réapprend aux familles à jouer, à replacer le jeu au centre de la famille, et finalement de jouer avec tous les membres de la famille sans pour autant aller pointer celui qui a des difficultés. Et de se rendre compte que par le jeu et par certains jeux bien choisis, on va pouvoir aller stimuler des choses qui seront bénéfiques pour les enfants qui n'ont pas de difficultés a priori, parce qu'en fait, ça continue de booster leurs compétences, mais qui seront aussi bénéfiques pour les enfants qui auraient besoin d'être sollicités davantage sur telle ou telle compétence. Et donc, c'est vraiment en ce sens qu'on utilise le jeu. Et donc, finalement, c'est bon pour les TDAH, mais c'est bon pour n'importe quelle population d'enfants typiques ou atypiques, en fait. Et les adultes. J'allais dire, et pour toute la famille, effectivement. Et de replacer finalement, parce qu'il y a aussi, et c'est ce qui joue énormément, chez les enfants qui ont besoin d'être stimulés à ce niveau-là, en général, il y a aussi une forte baisse d'estime de soi. Et parfois chez le parent aussi. Chez les parents d'enfants qui présentent des difficultés, il y a parfois aussi ce sentiment de compétence qui est au plancher. Le fait de remettre le jeu en fait au centre de la famille permet finalement de restaurer cette relation aussi, et souvent d'aller jouer sur d'autres choses comme l'estime de soi ou le sentiment de compétence. Et on l'a vu, ça joue énormément. Très bien. Ok. Alors, Isabelle, je crois que votre question en fait a déjà été posée tout à l'heure au sujet des enfants polyhandicapés. Je passe à la question de Natalia. Auriez-vous des pistes pour travailler l'inhibition chez la personne non verbale ou dyscommunicante, s'il vous plaît? Alors, je pense qu'on va être sur un versant davantage comportemental et moteur, probablement.
Et je pense que dans le cas, alors je vous dis je pense parce que en toute humilité, c'est une population d'enfants avec laquelle je n'ai pas testé cela, mais j'aurais envie de dire que je tablerais chez une personne non verbale, je tablerais énormément sur la métacognition et sur les supports visuels que l'on peut utiliser. Alors c'est vrai qu'on ne vous les a pas montrés ici parce qu'en fait en 30 minutes c'est juste pas possible. Mais Marine, en fait, utilise énormément de supports visuels pour pouvoir expliquer les différentes compétences sociales et émotionnelles. Et ce sont des visuels qu'on met un peu partout, en fait, à la maison, en classe, dans le cabinet de consultation, etc. Et donc, je tablerai davantage, en fait, sur la métacognition pour pouvoir aller favoriser le transfert chez ce type de population. Ok. J'enchaîne, il nous reste quelques minutes. Françoise nous demande si on a connaissance d'études de listes de jeux pour adultes et personnes âgées. Alors, comme ça, non. Mais j'ai envie de vous dire que tout ce qu'on utilise, en fait, on peut l'utiliser avec des adultes et des personnes âgées. Déjà, tous les jeux qui sont recensés dans la liste qu'on vous a donnée, ce sont tous des jeux, je vous défie de l'utiliser dans votre prochain apéro. Vous verrez qu'en fait, même en tant qu'adulte, c'est pas si simple et qu'en général, on se fait prendre au piège les premiers. Donc, en fait, en réalité, on utilise très souvent les mêmes jeux avec la personne âgée ou l'adulte. Simplement, pour certains jeux, comme je le disais tout à l'heure, par exemple pour le mini Mickey, on va peut-être aller utiliser d'autres images pour aller rencontrer les intérêts de la personne. Mais les principes sous-jacents, en fait, restent les mêmes dans les jeux qu'on utilise. Mais si vous venez faire une ou deux journées de formation chez Octopus Formation, justement sur les formations INEMO, eh bien, vous retournerez chez vous avec tellement d'idées et tellement de jeux que vous aurez de quoi faire. Ouais, c'est sûr. Je confirme. Une question d'Emmanuel qui nous dit « Quand les jeux se terminent souvent toujours mal, ne porte pas de perdre, comment aider l'enfant? Comment utiliser le jeu pour l'aider dans ses fonctions exécutives ?» Alors, Marine, tu peux peut-être me compléter à ce sujet-là, mais j'aurais envie de répondre en parlant en fait des exercices de situation de crise, tu vois. Il est évident que ce n'est pas au moment où l'enfant fait une crise parce qu'il est en train de perdre qu'il va falloir sortir vos pictous en disant « Mon petit chéri, comment tu te sens là tout de suite ?» Au mieux, il vous balance tout le plateau de jeu à la figure. C'est le genre de choses pour lequel il faut pouvoir faire des retours, en fait, au moment de calme, dans des périodes de calme, et de revenir, en fait, sur ce qui s'est passé, et d'aller revenir sur, mais qu'est-ce qui est difficile pour toi dans ces moments-là? Et finalement aussi d'être capable d'aller identifier avec l'enfant, de nouveau dans une période de calme, je cherche mon mot, le signal qui fait que l'enfant va péter un plomb tout d'un coup. Et quand l'enfant, il est capable d'identifier ce signal, d'être capable de mettre en place, en fait, avec l'enfant, des choses qui vont lui permettre, en fait, finalement, alors pas spécialement de se contenir, mais de vivre l'émotion d'une façon acceptable. Ça va passer soit par la respiration, soit ça va passer par les petits personnages où il va pouvoir, en fait, les utiliser pour se parler à l'intérieur de soi, comme on dit. Et donc, on va vraiment aller chercher ce genre de choses, mais dans des moments de calme, dans des moments où tout va bien. Et on va revenir, donc pas 10 minutes après le pétage de plomb au jeu de société, parce que ça risque là de tout faire réexploser. C'est vraiment dans des moments où tout va bien, où on se dit, ok, tu te souviens l'autre jour, ça s'est pas super bien passé, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on est en train de jouer, quand il se passe ça, c'est pas génial, ça part en vrille. Si on essayait de trouver le moment où ça devient vraiment insupportable pour toi et comment faire pour le gérer. Ça va vraiment être dans des périodes de calme, en fait, et de transition, quoi. Et alors, juste pour compléter, parce que ce qu'Alexandra dit est vraiment déjà top de chez top. Pour des enfants, par exemple, qui n'ont plus envie de jouer parce que justement, il y a cette anxiété de perdre ou que ce soit un gros mauvais perdant, alors on va peut-être dans un premier temps pouvoir privilégier aussi des jeux coopératifs. Et de nouveau, mais tous les jeux que vous retrouvez dans la liste, en tout cas la majorité, ils peuvent tout à fait être adaptés pour tourner le jeu en jeu coopératif. Je l'ai encore fait hier dans une classe d'une école en Belgique où on a pris un jeu qui à la base est un jeu plutôt, on va dire, compétitif où il y a un gagnant, un perdant et on l'a transformé en jeu coopératif pour que tous ensemble on réussisse à mener à bien une mission dans le jeu et ça peut redonner aussi le goût du jeu
aux enfants quand il y a des situations un peu compliquées comme ça. Voilà, c'est juste pour compléter ce qu'Alexandra a dit. Merci beaucoup. Il est 21h00 pile poil. Les Belges sont réglés comme du papier à musique. On devrait prendre exemple sur vous plus souvent. Merci infiniment. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolé pour la frustration liée aux questions laissées sans réponse. C'est un petit peu toujours le cas. Donc Alexandra, Marine, comme d'habitude, vraiment merci. Vous êtes au top. Merci à toute l'équipe technique derrière qui a pu modérer le chat et venir en aide aux naufragés du net. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. On n'a pas encore arrêté la date, mais ça sera avec Noémie Quentin depuis le Québec, qui est occupational thérapeute, c'est l'équivalent de nos ergothérapeutes, et qui nous parlera certainement de sensorialité. Voilà. Merci à tous de votre participation bienveillante et toujours respectueuse et constructive. On se retrouve le mois prochain. Suivez-nous sur les réseaux, on a plein de choses à vous dire, on a plein de surprises qui arrivent prochainement. Alexandra, Marine, merci infiniment. Merci à toi, vous. Merci à toute l'équipe. Ouais, bah vous savez, vous êtes chez vous à la maison. Hein. Ouais, et ça nous manque. Vous nous manquez. Vous nous manquez. Il y a les photos de vos enfants sur les murs du bureau. C'est vrai, hein. Ouais. Ok, allez, merci beaucoup. Passez tous une bonne soirée. On vous laisse, on vous dit au mois prochain. Et encore merci et vive la Belgique libre. Ouais, vive la France. Merci. Bye bye. Au revoir.